Notre prochain speaker, Mert Pöder, est un activiste des droits numériques, des libertés numériques, qui vient d'Estonie. Il a un background en enseignement d'informatique, philosophie, histoire. Il est membre de l'Internet Society d'Estonie, bien sûr. Il va nous parler des votes numériques, de l'e-voting en Estonie, son histoire et l'état actuel de ces votes numériques en Estonie. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde. Alors, vous pouvez voir que ma présentation commence par une question, et je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question, mais peut-être que vous pourrez me donner la réponse plus tard. On va parler de vote électronique en Estonie. Ça fait 20 ans que c'est en place, à peu près. Il y a eu 13 élections, dont 5 élections parlementaires, et j'étais observateur de ces élections, de l'élection parlementaire, pardon, de cette année. Et j'ai essayé un peu de comprendre comment ça marchait et de faire une idée du vote électronique en tant qu'observateur dans ce processus. Alors, les nombres ici ne sont pas forcément très importants, mais une chose importante, c'est que les votes électroniques se produisent avant le jour du scrutin. Vous pouvez télécharger une application et voter jusqu'à une semaine avant le jour du scrutin. Donc c'était du 27 février au 4 mars dans le cas de cette année. Ce qui est intéressant, c'est que 51% des votes dans cette élection ont été émis électroniquement. Donc c'est une étape importante pour l'Estonie. Mais on va voir ce que ça veut dire au niveau des résultats. Alors, en tant qu'observateur, le vote électronique, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, pour des raisons évidentes. Parce que si on veut voir ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur, c'est compliqué. Les observateurs, il y a toujours des observateurs pour les votes électroniques en Estonie. Et comme ça fait 20 ans qu'on a lancé ce processus, il y a eu un petit peu un désintérêt des observateurs pour ça au fil des années. Et le processus en lui-même, le processus d'observation, a été un petit peu simplifié. Il ne s'attend plus maintenant à ce que quelqu'un rentre et observe vraiment. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai pas forcément des choses très positives à dire là-dessus. C'était pas un échec, cette observation, c'était plutôt un succès, mais c'était beaucoup de travail technique, mais aussi beaucoup de travail légal et administratif, dans le sens où moi j'ai dû émettre des requêtes, j'ai dû essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai même fait du social engineering pour réussir à avoir moyen de poser certaines questions aux comités électoraux, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur un vote électronique? Donc ça, c'est votre bulletin de vote électronique. Lequel est-ce que c'est, ça? On en parlera plus tard, ça sera important. Mais globalement, vous avez du texte chiffré. Et si vous le déchiffrez, vous verrez quelque chose comme ça. Et même cette vue ici, du vote électronique, généralement les gens ne le voient pas. Parce que le contenu de votre bulletin de vote que vous envoyez au serveur, c'est caché derrière cette application qu'il faut télécharger. C'est disponible sur Windows, Mac et Linux. Mais c'est une application au code fermé, vous voyez juste un binaire et vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi, en tant qu'observateur, je me suis battu pour pouvoir voir ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ici, c'est un bulletin de vote plutôt simple. On a des détails qui disent à quel candidat, à quel parti on donne le vote, et aussi pour quel district électronique on vote. Si vous votez, vous pouvez voter pour un candidat ou un autre dans un district ou un autre. C'est donc de l'information qui est importante pour le comptage des votes plus tard. Donc, c'est grosso modo ça la structure d'un bulletin de vote électronique.
Et dans ce bulletin de vote, se trouve dans un conteneur zip qui est signé digitalement avec la carte d'identité digitale estonienne. Donc en Estonie, vous avez une carte d'identité qui est une carte à puce et qui a du matériel cryptographique qui vous permet de signer votre bulletin de vote, notamment avec une clé privée. Donc voilà les outils que vous allez voir si vous votez en Estonie. Vous lancez cette application, vous rentrez votre code PIN d'authentification. Ensuite, on vous montre une liste de candidats qui est triée par parti. Vous choisissez un candidat. Vous confirmez votre vote en entrant un deuxième code PIN qui lui est utilisé pour la signature du conteneur zip qu'on a vu avant. Et ensuite, le serveur va vous dire que le vote était accepté et va vous présenter un QR code qui est important parce que ce QR code peut être utilisé pour vérifier votre vote. Donc vous pouvez utiliser un autre device, typiquement votre téléphone, pour vérifier que le vote est toujours disponible sur le serveur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répliqué ce logiciel pour télécharger les votes et les déchiffrer, pas juste dans cette appli mobile, mais simplement dans une appli open source que moi j'ai implémentée. Et ça m'a donné un log complet des conteneurs que moi j'ai envoyés en tant que vote. Donc voilà une vue sur le terminal de ce qu'on a vu avant. Donc vous lancez ce programme, c'est assez simple. Vous lui donnez le QR code, donc celui qui était ici, là. Et ensuite, ça va vous permettre de télécharger le bulletin de vote depuis le serveur de vote. Et en général, l'application mobile dit pour qui vous avez voté, vous avez le nom du candidat. Mais avec une autre application, vous pouvez télécharger réellement le vote, le bulletin de vote, le déchiffrer avec une clé qui est disponible dans le QR code. Et là, vous n'êtes pas limité par ce que l'application veut vous montrer. Il y a notamment une limitation de nombre de fois où vous pouvez vérifier le bulletin de vote, 3 fois en 30 minutes. Si vous n'utilisez pas leur application, vous pouvez faire ça autant que vous voulez, pour aussi longtemps que vous voulez. Donc vous pouvez avoir des preuves de votre élection pour un temps illimité. Et comme vous allez télécharger le conteneur complet du vote, qui est signé digitalement, vous avez une preuve cryptographique de pour qui vous avez voté. Ce qui, dans certaines régulations internationales, n'est pas vraiment recommandé, ou même pas autorisé dans certains cas. Donc, une autre partie de ce que j'ai fait, c'était d'envoyer mes propres votes électroniques, donc créer un bulletin depuis le début moi-même. Ok, donc cette slide. Donc la communication avec le serveur de vote est assez simple. C'est un protocole basé sur JSON et RPC qui permet d'envoyer des requêtes avec certains commentaires au serveur. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même en fournissant ce type de format. C'est un protocole ouvert, j'ai juste eu à lire la documentation pour pouvoir réécrire ça moi-même. Et donc j'ai, juste pour pouvoir tester, envoyé quelques votes assez simples. Donc j'ai écrit une série de scripts pour pouvoir faire ça. Et donc j'ai récupéré les infos nécessaires et envoyé mes propres votes après ça.
Et donc j'ai utilisé OpenSSL pour envoyer ces requêtes et pour pouvoir les authentifier avec ma carte à puce, qui est quelque chose qui est nécessaire, hein, cette connexion TLS. J'ai eu quelques difficultés à le faire avec d'autres outils, mais avec OpenSSL, ça a fini par fonctionner. Donc, ça fait la même chose que ce que l'application officielle fait. Donc, j'ai obtenu ces réponses-là du serveur. Donc, on récupère la liste des candidats. Donc, ici, dans cet exemple, on voit que si on envoie les bulletins, enfin, les votes, on va récupérer un vote ID, ainsi que des données de qualification, des preuves de qualification. Donc, qui permettent de s'assurer que le certificat de vote il est valide. Donc, ce champ OCSP, par exemple. Donc, ça contient, par exemple, des timestamps, des choses comme ça. Et on a également ce champ TSPreg qui est le timestamp registration, qui correspond à peu près au moment où votre vote il a été accepté par le serveur, enregistré par le serveur. Et ça permet de s'assurer que les votes qui ont été envoyés au serveur soient pas supprimés. Donc ça, c'est géré par un second service qui dépend en réalité d'une société privée. Mais voilà ce qui se passe en tout cas si vous soumettez un vote. La première chose intéressante qui s'est produite lors de cette observation, en envoyant des votes donc, c'est que j'ai récupéré ce message donc, qui indique que l'élection était terminée. Donc ça faisait une semaine et j'étais en train de faire ces choses avec OpenSSL un peu au dernier moment et du coup j'ai un petit peu dépassé la deadline de l'élection. C'était pas vraiment accidentel au sens où ça m'a... Enfin, ce message m'a confirmé que l'élection était terminée et j'ai pu terminer mon expérimentation en tant qu'observateur. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai quand même été en mesure d'envoyer des votes suite à la fin de l'élection. J'ai envoyé un conteneur 30 minutes en retard, ce qui vraiment était accidentel. Et ça m'a répondu que j'avais effectivement envoyé un autre vote. C'était un conteneur expérimental qui contient seulement 600 et quelques octets, donc pas tous les paramètres nécessaires pour déchiffrer le vote. Et donc ce vote est en fait un vote ou un conteneur invalide. Et ça, j'en reparlerai par la suite. Donc en tant qu'observateur, en ayant fait ces choses techniques pendant l'élection, j'étais pas vraiment dans une position particulière par rapport aux autres votants. J'ai juste implémenté mes propres tools pour faire ces choses. Et donc, je voulais savoir si les conteneurs que j'avais envoyés, ils étaient effectivement comptés. Parce que notamment, ceux que j'ai envoyés après la fin de l'élection, ils ne devraient pas être comptés. Et les autres, ils avaient aussi quelques particularités. Par exemple, celui que j'ai envoyé 30 minutes après la fin de l'élection, il avait 2 petits bulletins qui auraient dû être déchiffrés et que j'avais également envoyé juste avant la fin de l'élection. Et donc ça aurait pu poser quelques problèmes sur les services qui gèrent les bulletins, sur comment traiter ça. Et donc ça, c'est à ce stade que j'ai commencé à avoir des problèmes. Donc j'ai voulu regarder ce qui se passait avec mes bulletins, mais en fait, j'avais pas vraiment la possibilité de le faire. Donc
D'abord, il y avait une notion de session. Et donc, le moment où le décompte devait commencer, c'était à une certaine heure où moi, j'étais pas disponible. Je devais aller voyager quelque part. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'il y avait un vote qui avait été enlevé parce qu'il était considéré comme invalide. Et j'ai supposé que ça aurait pu être mon vote, enfin un de mes votes. Mais c'était juste une sorte de rumeur que j'ai entendue à la table le matin. Mais donc oui, ça disait qu'il y avait un vote qui avait été supprimé parce qu'il n'utilisait pas le bon matériel cryptographique. Mais donc, on a donc ce décompte officiel qui arrive à la fin de l'élection. Mais après ce décompte officiel, le jour de l'élection, il y a une seconde itération de décompte qui est faite par la suite, où on vérifie un peu que tout s'est passé correctement et où là on a un peu plus de temps pour effectuer différentes vérifications. Et donc moi j'ai supposé que sur cette deuxième itération, là j'obtiendrai plus d'informations sur mes conteneurs. Et à cause de différents problèmes de vie privée, ils ne pouvaient pas trop faire ça parce que notamment ils ne pouvaient pas regarder exactement l'intérieur de mes conteneurs. Et donc on m'a demandé de remplir une requête pour récupérer mes données personnelles. Et après 2 jours et demi, je l'ai rempli. Je ne savais toujours pas ce qui s'était passé, seulement cette rumeur où un vote avait été déclaré comme invalide. Et donc, et bien sûr, on a différents partis en Estonie, donc, dont un qui conteste le vote électronique. Vous avez probablement ce type de parti dans vos pays également. Et ils disent qu'ils ne croient pas en les résultats du vote électronique parce que leurs propres résultats leur semblaient suspects. Et donc, ils ont indiqué qu'ils souhaitaient regarder ce qui se passait. Donc un peu comme ce que moi je voulais faire, sauf que eux, ils n'ont pas forcément ce background technique que moi j'ai. Donc ma requête pour mes données, elle a été refusée. Et donc j'ai contacté ce parti pour dire que je souhaitais venir avec eux à la réunion qu'ils avaient pour observer les choses. Donc ils ont accepté parce que ça les arrangeait d'avoir quelqu'un de technique pour venir avec eux. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette réunion avec le comité électronique et ce parti. Et donc j'ai obtenu des logs techniques qui ont été fournis à ce parti en réponse à leur propre requête. Et donc j'ai pu poursuivre mon analyse de cette façon-là. Donc il y a des choses basiques qui ont été discutées pendant cette réunion avec le parti. Mais moi, dans mon inspection de ces logs, et quand j'ai comparé ces logs et le conteneur que moi j'ai envoyé, j'ai pu montrer qu'il y avait un conteneur qui était manquant. J'ai fait ça pendant le meeting, et donc eux, ils étaient plutôt nerveux en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc on m'a proposé une session privée pour venir et voir mon conteneur. Et donc, c'est là que j'ai pu voir les urnes numériques, en quelque sorte, sous la forme sous laquelle eux l'avaient. Et il y avait plusieurs problèmes dont je parlerai après. Mais donc, dans cette session privée de recomptage, qui est quelque chose qui n'est pas très intuitif. Dans la loi en Estonie, le comptage des votes doit être fait de façon publique, c'est-à-dire que n'importe qui peut être présent. Moi, on m'a proposé de faire ça dans une session privée,
Donc, ce qu'on a fait avec l'opérateur qui a pris ce disque, c'était un DVD où il y avait la liste des votes, il l'a mis dans son laptop, on s'est assis dans une pièce où je ne pouvais pas prendre de photos, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit pour enregistrer ce qui se passait. Je n'avais le droit que de me rappeler des choses dans ma tête. Et lui, il voulait sortir fumer, donc on est sorti, on a laissé l'ordinateur à l'intérieur où il décompressait l'urne, la liste des votes. Et après, je suis revenu en premier et lui, il a été retenu dans le couloir. Et donc, je me suis retrouvé seul dans cette pièce où le laptop était en train de tourner, à déchiffrer et à décompresser les votes. Dans cet ordinateur, il y avait mon bulletin de vote. J'aurais pu prendre ce laptop et quitter le bâtiment. Bon, bien sûr, ça aurait été criminel de faire ça, donc je ne l'ai pas fait. Hein. Mais c'était intéressant de voir cette petite anecdote. J'ai pu, pendant cette session, confirmer que le conteneur que moi j'avais envoyé avait bien été reçu, mais je n'ai pas pu confirmer quel conteneur avait été traité ni comment. Et le bureau de sélection a dit que ce conteneur qui avait été envoyé après la fin du scrutin, ce conteneur a dû être enlevé. Ils ont dit ça à la presse. Et après que j'ai observé cette session privée, où j'ai pu voir mon conteneur, je ne suis toujours pas sûr de quel conteneur a été compté. Je me disais que peut-être que le dernier qui avait cette erreur où le bulletin de vote était trop court aurait pu ne pas être compté, mais c'est qu'une intuition. Il n'y avait pas vraiment de preuve ici. Donc, comme je n'avais pas de preuve, j'ai déposé une plainte électorale. Donc, cette plainte, il me semble que je l'ai déposé le 13, ce qui est 3 jours trop tard, je crois, ou peut-être plus, puisqu'on n'a que 3 jours après le scrutin pour déposer une plainte électorale. Dans mon cas, ça aurait été le recomptage suit le jour après le scrutin, pardon, la date limite, donc 3 jours après ça pour déposer une plainte. Dans mon cas, je ne l'ai pas fait dans les temps, donc ma plainte a été rejetée. Puisque moi j'avais déposé ma plainte après la session de recomptage privé, et moins de 3 jours après ça. Alors, ce n'était pas un argument que la Cour suprême a voulu recevoir, ni la commission électorale, et donc ma plainte a juste été ignorée. Ce qui est intéressant ici, c'est que le dernier vote qui a été envoyé, c'est assez dur de savoir quel est le dernier vote qui devrait être compté. Le dernier vote, tel que défini par un dictionnaire électoral, c'est le dernier bulletin de vote valide indiquant quel candidat vous avez choisi. Pour mon conteneur du 26, le dernier vote aurait probablement dû être le dernier vote valide. Mais comme la loi ici ne définit pas vraiment la notion de bulletin de vote électronique, il y a une ambiguïté qui est créée entre le vote, le bulletin de vote et leur représentation dans le protocole. Donc ça ne permet pas de savoir quel est le dernier vote émis et du coup lequel devrait être compté. Est-ce qu'un vote invalide envoyé après un vote valide devrait être compté? C'est pas défini clairement. C'est un problème de terminologie au fond. En Estonie, la notion de bulletin de vote invalide, c'est quelque chose qui est un peu effrayant pour la commission électorale et en tout cas qu'ils cherchent à cacher. Parce que si vous avez des notions de vote invalide, ça pose la question de est-ce que le vote électronique est parfait? Et eux, ils partent du principe que le vote électronique est parfait et donc ils ont un peu peur de cette notion. Donc cette omission d'un bulletin de vote invalide et le fait
dire que les votes électroniques n'ont pas la même notion de bulletin de vote, ça mène à une contradiction où la loi électorale ne définit pas la validité des bulletins de vote, alors que c'est défini pour des bulletins de vote papier. Pour les bulletins de vote papier, on sait ce qui est un bulletin de vote valide, invalide, s'il a été annulé même. Il y a une procédure en Estonie où on peut couper le coin du bulletin de vote pour annuler ce bulletin de vote. Pour le vote électronique, rien de tout ça n'existe. Il y a juste des votes électroniques et le dernier doit être compté. Pas de spécification ici. Donc, de mon point de vue, le vote électronique est vu différemment d'un point de vue du process. Et c'est probablement quelque chose qui est juste lié à la notion d'ordinateur. Ils partent du principe que les ordinateurs ne peuvent pas commettre d'erreurs. Un ordinateur se contente de compter les votes. On n'a pas besoin d'avoir des bulletins de vote à traiter, on n'a pas besoin de savoir lesquels étaient corrects, lesquels étaient invalides. Un ordinateur étant parfait, il n'y a pas cette notion. Donc, d'une certaine façon, la fierté en Estonie de ces votes électroniques et ce désir de rejeter toutes les critiques du vote électronique, ça a mené à une absence de recul sur comment le vote électronique se passe, où du coup on se retrouve avec ces aberrations comme ça qui ne peuvent même pas être signalées. Donc j'ai déposé une autre plainte criminelle, cette fois-ci liée au fait que mon vote n'avait pas été compté. Ceci n'a pas été traité. La Cour suprême, comme je l'ai déjà dit, n'a pas traité ma plainte à cause de la deadline. Et ensuite, j'ai regardé les données exactes que je vous ai montrées avant sur ces bulletins de vote. Et là, il semblerait que dans l'application de vote électronique, officielle, les signatures électroniques n'étaient pas correctes. Vous avez vu dans le format qu'il y avait un code d'unité administrative, et là c'était mis à 0. Et dans ce cas-là, la signature n'est pas valide, telle qu'on la voit dans l'application officielle qui sert à montrer les bulletins de vote. Donc ça, c'est une capture d'écran d'un de mes votes. On a d'autres outils qui existent pour pouvoir s'assurer que ces conteneurs ont ou n'ont pas de signature digitale valide. Ici, le code de l'unité administrative, c'est 0 dans tous les cas. Donc, bien sûr, j'ai déposé une autre plainte à ce propos, parce qu'ils ne voulaient pas compter mon vote, donc j'étais déjà pas satisfait du process, et je voulais me plaindre aussi du reste du vote électronique. C'est quand même 51% des votes exprimés, et cette plainte n'a pas non plus été discutée correctement. Elle a été ignorée, alors qu'ils n'auraient pas dû le faire, et ils ont fait une référence à la décision de la Cour suprême avant, ce qui leur permettait plus ou moins de faire ça. Et ils ont dit on ne peut pas annoncer le résultat tant que la décision finale sur les plaintes électorales, le résultat aurait pu être annoncé avant de traiter cette plainte, mais pour cette plainte-ci, ça aurait pu affecter le résultat. Et donc ils ont dit il fallait qu'on puisse annoncer le résultat, donc on ne pouvait pas traiter cette plainte-là. Et ils se sont pressés d'annoncer le résultat pour pouvoir faire ça. Donc je vais essayer de résumer tout ça maintenant. Donc voilà un diagnostic un petit peu rapide de cette situation par rapport au vote électronique. Donc tout ça, c'est arrivé bien avant le RGPD, bien sûr. L'Estonie a voulu d'avoir ce système de carte d'identité électronique créé plutôt par rapport au système bancaire, etc., pour avoir quelque chose de plus sécurisé que juste des mots de passe. Et donc, ce système de carte d'identité a été créé pour ça. Et le système de vote électronique lui-même a été créé à cause de ce système de carte d'identité. Et les politiciens se sont rendus compte que le vote électronique, c'est un sujet un peu sensible ces dernières années. Et donc, puisqu'on avait ce système de carte d'identité, allons-y. Et avec nos conteneurs ce système de signature numérique qui prouve pour qui on a voté, donc ça c'est lié à ce système de carte d'identité
numérique. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai voulu utiliser, mais c'est pas forcément quelque chose qui devrait vraiment être utilisé. Par exemple, pendant une élection, si vous cassez la confidentialité d'un bulletin de vote, c'est quelque chose qui peut créer des problèmes. Et nous, on a besoin de quelque chose qui va s'assurer de l'aspect secret de ces bulletins. Donc il y a eu une pétition d'observateurs de ce vote électronique. Donc on a fait différentes requêtes qui sont toujours discutées au Parlement. Dans un certain comité du Parlement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Les mises à jour de cette loi sur le vote électronique, elles sont toujours en cours au Parlement et on ne sait pas où ça va aller. Des choses que je n'ai pas mentionnées, enfin qui n'étaient pas mentionnées dans cette pétition. En tout cas, ça pourrait aboutir à un nouveau draft sur cette loi-là. Bon, c'est à peu près tout. Donc, ce qu'il y a à retenir de ce talk, c'est que c'était pas vraiment... Enfin, il y a une partie légale sur les élections, mais il y a aussi une partie technique. Et c'est difficile de les aligner correctement parce que la partie technique, elle est compliquée. Et la partie légale, elle est aussi compliquée, mais pas de la même manière. Et donc, si vous êtes la personne qui fait tourner cette élection, vous avez besoin de comprendre les deux sujets. Mais ils sont totalement séparés, en Estonie en tout cas. Et donc, il y a des gens qui font tourner ce logiciel sans savoir vraiment ce qui devrait se passer. On a des zéros à la place de cet ID administratif qui mène à des problèmes légaux. Et si on n'a pas ce mécanisme de signature numérique dans les bulletins, en fait, on n'a pas un vote électronique valide. Et donc ce problème technique, il devrait avoir invalidé légalement le vote électronique. Si je me réfère à un talk de 2014 au Congrès, il mentionnait des choses un petit peu similaires liées aux communication client-serveur, etc. Donc, le système estonien, il s'est amélioré, hein. Mais le fait d'ajouter ces aspects cryptographiques, ça fait que maintenant, on a un bureau électoral qui est plus vraiment en mesure de mener des élections correctement. Et donc, une recommandation, ça pourrait être de faire une revue du point de vue de la Constitution, de faire cette revue. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait et qui devrait l'être. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a 5 minutes pour des questions. On a des observateurs d'élections qui nous regardent depuis Internet, donc sur Matrix, Mastodon et IRC. Si vous préférez le vote classique sur site, vous pouvez vous rapprocher des micros. Ok. Je suis un peu surpris que notamment avec les histoires avec la Russie, que les Estoniens eux-mêmes ne considèrent pas leur système comme compromis. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce système? Est-ce qu'il y a des audits de sécurité dessus? Alors oui, je pense qu'il y a au moins une forme d'audit. Il y a des audits qui ne sont pas publics, il y a des audits qui sont publics. Et basiquement, une chose que je n'ai pas décrite ici dans cette présentation, c'est
ils ont vraiment préparé les... Ils n'ont pas vraiment préparé les machines pour les élections. Ils ont juste téléchargé quelque chose du MSDN où il y a des images de système d'exploitation. Il n'y a pas vraiment eu de protocole pour vérifier, par exemple, les checksums des logiciels, des OS. Donc ça a été l'objet d'une autre plainte électorale là-dessus. Et quand moi j'ai pu observer une image qui m'ont donné à voir, ils disent qu'ils l'ont téléchargée depuis la source officielle et voilà. Et quand j'ai lancé cette image, il y avait une icône d'une carte SD sur le desktop et Notepad++ était installé. Donc là, on a une preuve que les procédures ne sont pas vraiment respectées ou en tout cas ne sont pas définies à un niveau qui garantirait ça. Donc je pense que le comité électronique ne peut pas être certain si quelqu'un du comité électoral, ou par exemple quelqu'un qui vient nettoyer les bureaux, ou un agent russe, effectivement, vient, c'est tout à fait possible d'injecter du malware dans ces systèmes. Et ça, c'est un résultat d'un manque de régulation et de procédures dans ce domaine. Question. Est-ce qu'il te semble que l'observabilité de système est très mauvaise? Est-ce que c'est à cause de raisons malicieuses ou est-ce que c'est juste de la flemme ou un accident? Ça pourrait être volontaire dans une certaine mesure, mais après, il faudrait spéculer sur le but. Un des buts possibles, ce serait de garder les choses simples pour qu'elles puissent tourner correctement. Un autre but, ça pourrait être, et c'est quelque chose dont j'ai parlé, qui a été beaucoup discuté, c'est les attentes qu'on peut avoir de ce type de ce système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mis de côté en Estonie. Donc on a des preuves cryptographiques qui sont arrivées dans les dernières années, mais elles ne couvrent pas ces systèmes-là. Si on regarde les concepts scientifiques qui sont utilisés dans ces systèmes, c'est pas couvert. Donc les raisons pour ne pas faire ça, c'est qu'ensuite un votant pourrait prouver pour qui il a voté, qui est déjà une propriété du système actuel. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand vous avez un conteneur de vote, ce conteneur de vote, il contient, enfin, si vous le déchiffrez, ça contient ce qu'il faut pour dire pour qui vous avez voté. Et donc c'est un petit peu suspect qu'ils ne veuillent pas faire ça, parce que de cette façon, ce serait plus facile pour différentes personnes de reconnaître le système estonien de vote électronique comme un bon système. Je pense que c'est juste soit trop peu de personnes qui comprennent les différents problèmes de cryptographie, les parties légales et également les aspects politiques et sociaux. Mais ça pourrait également aussi être quelqu'un ou une partie qui essaie de maintenir le système dans un certain état de faiblesse de manière volontaire. Parce que finalement, des élections, c'est juste différents partis politiques qui se battent les uns contre les autres pour faire passer, pour obtenir des choses. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir abouti à ce type de choses un peu shady pour permettre des manipulations. Ok, malheureusement, on n'a plus de temps. Si vous avez toujours des questions pour notre speaker, vous pouvez essayer de le retrouver à l'extérieur de la salle. Mais d'ici là, merci de l'applaudir.